En 1943, plus de 600 000 jeunes Français de 20 ans sont envoyés en Allemagne pour faire leur STO, le service du travail obligatoire. Instauré par Laval sous Vichy, le STO est unique en Europe. En effet, nous sommes le seul pays à livrer nous-mêmes nos concitoyens pour faire tourner les usines de l'armement allemande. Ceux qui s'en sortiront reviendront avec 20 kilos de moins. Dans ce reportage, Maurice Cadinot, Lillebonnet, témoigne de ces années où sa jeunesse fut volée. Étant sans devant, j'étais dans le cirage, quand je reçus soudain la lettre d'un copain, qui pour son mariage, fit faire un voyage, qui m'a gaiement parmi les gars normands. T'as la noce d'Amédée, on s'est mis pour déjeuner. À côté du pot, à côté du pot, côté du pommier. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de votre passé, surtout de ce que vous avez vécu et ce qui est l'un comme l'autre vraiment qui a marqué votre vie à une époque ô combien difficile. Tout d'abord, monsieur Maurice Cadinot, vous êtes né le 2 septembre 1921 à Notre-Dame-de-Grange. Vous êtes marié le 25 avril 1942 à Lillebonne. Conjoint, Madame Maud Saint-Laurent-Germaine, née le 2 avril 1923 à Lillebonne. En 1943, vous avez été requis pour le STO, service du travail obligatoire, mais vous n'avez pas cru que ça vous concernait, donc vous êtes resté chez vous. Et finalement, on est venu vous chercher, je l'ai pu comprendre. Voilà. Et puis, vous êtes effectivement, malheureusement, parti. Vous êtes allé à Buchenwald, vous êtes allé à Dora, et là, vous avez, puisque j'ai des documents que vous aviez relatés à un de vos fils, qui date de 79, vous aviez 58 ans, et je pense qu'au bout d'un certain temps, vous aviez décidé quand même d'en parler un petit peu dans votre famille de ce que vous aviez vécu. Et je ne me permettrai pas, moi je les ai vus à titre personnel, je ne me permettrai pas de les relater aujourd'hui, mais effectivement, comme on peut supposer, tous les déportés, vous avez eu une vie dans ce moment-là très très difficile. J'étais à l'école à la Frenay, si peu j'ai été, quoi. Parce qu'il y allait un matin, ou alors c'était l'après-midi, et encore quand plus je grandissais, plus je prenais de l'âge, parce que dans le FOEL, l'instituteur, il avait 60 élèves de 6 ans au certificat d'études. Il était tout seul. Alors quand il me voyait arriver, il me disait, Cadinot, il savait que j'allais pas revenir l'après-midi ou inversement. Il m'envie faire lire les petits. Je nous apprends à lire. Ça t'a suffi quand même pour apprendre à lire et à écrire? Ah oui, moi je sais lire, écrire, compter. C'est pas une perfection, mais enfin, je me suis débrouillé dans ma vie quand même. Comme on habitait à la campagne, dès que j'ai eu 8-9 ans, on me faisait travailler dans les fermes. C'était ramasser du caillou dans la campagne, c'était ramasser la dernière, c'était planter le cossard, c'était les betteraves. C'était le lin, c'était l'hiver, c'était couper les lions sur les batteuses, et puis ainsi de suite, ouais. J'ai travaillé dans la culture jusqu'à 18 ans. Après, comme je n'avais pas les moyens de mettre une ferme, j'ai dit, faut que je voie autre chose. Alors j'ai abandonné dans la culture, ouais. Et puis c'est là que j'ai rentré à l'époque, j'avais 18 ans, à la Société Ombrelle d'énergie électrique. Et puis, la guerre a eu forcément, il y a eu une déclaration de guerre, nous on s'est mariés en 42. On a entendu qu'ils nous attaquent, alors qu'il fallait qu'ils fassent l'inverse. Et puis en fait compte, ils nous ont écrasés comme une omelette. On ne pensait pas que ça deviendrait une guerre Non, on espérait toujours que ça allait s'arrêter, ça allait aller, mais ça va arrêter. Et puis en fin de compte, après qu'il y a eu tout attaqué par là-bas, on a envahi la France en moins de 2.
en plus. Bon, puis après, moi, je n'avais pas fait de service militaire, puisque je suis né en 21, donc j'ai arrêté de faire mon service militaire, mais en 41, à 20 ans. Donc, comme on était envahi par les Allemands, on n'a pas fait de service militaire. Et puis eux, comme il le fallait de la main-d'œuvre, ils prenaient tous les gens partout qu'ils pouvaient. Hein. Et puis, comme ils n'avaient pas assez, ils ont arrivé à lever nos classes, nous. Comme STO, travail obligatoire. Voilà. Alors là, il a bien fallu y aller. C'était arrivé un dimanche chez maman, à la Trinité du Mont, ouais. Le lundi, je vais à la Frenay, parce qu'on habitait à la Frenay. Je vais manger mes lapins pas derrière la maison, c'était une petite maison, puis il y avait un petit derrière. J'ai rien, le facteur avait mis une lettre sur la tente. Oh ben 18. Là, c'est ces fameuses convocations que j'attendais. Il dit, elle finira pas venir, mais elle est arrivée, tu vois. J'ai reçu début juillet. Ben, je me suis renseigné, mais j'étais Veltoubi pour qu'il fasse un papier par lequel bébé était à l'hôpital, et puis j'avais été à la gendarmerie pour savoir qui c'est qu'il fallait que je fasse au juste. Il m'a dit, il n'y a rien à faire, il faut vous présenter à la commandature. Si vous ne vous présentez pas à la commandature, ils viendront vous chercher un de ces jours. Ah ben 18, moi je ne pouvais pas me boire, il était marié, je me présente, je le fâche, lui il était responsable de ma famille, ouais. Il a fallu que je me présente à la commandanture. J'avais reçu mon papier le lundi, j'avais été au Havre le mercredi. Et il m'a dit, vous voilà enfin, vous, depuis le temps que vous cherchez, alors je commence à discuter, j'ai dit, écoute, je ne pouvais pas me présenter, j'ai pas reçu le papier. Il est reçu lundi, il fallait que je me présente, il fallait que je me présente le 6. Il l'a reçu après. Ben, ils n'ont pas voulu les boire, il m'a dit, vendredi, si vous n'êtes pas à la gare de Barioté à 17h30, eh bien, on trouvera des membres de votre famille. Prêt au pied, bon ben j'ai fait la valise et puis bon ben comme ça j'ai parti en Allemagne. J'ai parti de là le 13 juillet, 14 juillet, du 13 au 14, j'ai couché à Paris, je partais, était 17h. Et puis le lendemain, j'ai reparti en direction d'Allemagne, j'ai couché à Karlsruhe, dans la gare, par terre, avec le bagage que j'avais, quoi. Et puis après, je me suis rendu à Friedrichshafen. Et là, arrivé à Friedrichshafen, on avait des bons, des papiers, moi ça me passait au plus, que je me suis retrouvé un petit patelin qui s'appelait Raderac. C'est là qui construisait la fameuse usine secrète. Là, on construisait l'usine pour charger les fameuses V2. Les grosses fusées, alors les V2. Les V1, c'était le petit avion, le robot. Ouais. Bon ben, là j'étais très bien, on était bien nourris, on mangeait même avec la troupe qui était dans l'usine, parce qu'il y avait du monde. Hein. Le RSMK, j'arrêtais bien. Hein. 2 mois avant de revenir en permission. Alors là, ils ont cerné toute l'usine, parce qu'ils disaient les gars, vous pareil. Alors ils nous ont rassemblés, comme toujours, ils rassemblaient tout le monde, que nous allions partir parce que c'était fini le travail pour les étrangers, qu'on allait sur un autre chantier, à Lunebourg. Oh, les gars, je croyais déjà, ils se croyaient encore à liberté, oui, ils avaient vu les mitrailleuses défendre d'aller plus loin à telle place. On avait descendu pour faire nos pipis ou nos besoins, et puis boire de l'eau. Mais pas question de se boire, attention. On avait passé une nuit, alors on a dû passer au moins 2 dans les trains. Et on va partir direction Weimar.
Weimar, c'est là qu'on a atterri à le fameux camp de Buchenwald. On a dit quand on a vu Vous aviez jamais entendu parler des camps de concentration? Ben non. Ben, quand on a rentré là-dedans, moi, je me dis que ben, tout le monde par 5 et puis pas de gymnastique. Ben, quand on a vu tous les gars qui galopaient des squelettes marcher, ben, tu mangeais par regarder, hein. On arrivait en bas de forme, elle pesait 82 kilos. Puis tous les gars qui étaient avec moi, c'est pareil, on était bien nourris, on travaillait, on ne souffrait pas, on dormait correctement. Et ils vous ont prévenu? Ben, on les a demandé qui c'est qu'ils faisaient là-dedans, c'est pas possible. Il dit, vous sortirez plus vivant, les gars, vous voyez, je finis là-bas. Mais par là, vous les sortis. On dit, on n'a rien fait, non. On va bien passer un jugement, qu'on se disait. Et ils ont raison, puisqu'on n'a rien fait. Ouais, mais je t'en fous. On est rentré dans un grand bâtiment, coiffeur, couper les cheveux, puis tous les poils de partout, ouais, pas de poils. Puis on s'est retrouvé à la sortie avec un costume de bagnard, une culotte et puis une veste, c'est tout ce qu'on avait sur le dos. Il y a un numéro d'immatriculation? Ah oui, là aussi? oui, 28 907. 28. Achtung, 20 der Liebe. Il y a d'autres mots comme ça qui te sont restés? Ah, finalement? malheureusement, le nom, il est gravé à vie, hein, le matricule. Parce que si tu te... Si on répondait pas, t'avais pas de soupe. Oh, il y avait les chefs de bloc avec tout le bordel qui était là-dedans. Ils essayaient d'avoir des tuyaux. Puis c'est comme ça qu'on a su qu'on partirait pour le camp de Dora. Alors, il parlait du camp de Dora, mais c'était pire que Buchenwald. Ah ben, on est bien Vous pauvres. avez su ça, hein? Voilà, partir de Dora dans des camions bangés, où on nous voit. Quand on est rentré le premier jour dans le fameux tunnel, nous étions au plein soleil, comme ça, si tu voyais bien, puis on est rentré dans le noir avec une pétoche qui brûlait pour éclairer les morts. On se brûlait les pattes dans les bouts de bois qu'il y avait par terre. Puis ils gueulaient comme des oies, ils foutaient la trouille, là, tout le monde galopait. Parce qu'il avait le goumis, tu sais, la schlag. Ben oui, il fallait dégorger. Je me rappelle l'entrée du tunnel, oui. Les salauds. Et puis bon, ben, on a resté là-dedans, on a été 6 mois sans sortir, sans voir le jour. Et on couchait par terre sur le béton. Il n'y avait pas de chalit. Après, ils ont fait des chalits de 3-4 étages. Ouais. On couchait à 2 sur un machin qui était à peu près large de ça. Coucher sur à pied, vous pouvez aller de la plage. Tu avais le droit à un morceau, une boule de pain pour 8. Puis tu avais le droit à peu près à 1 litre de soupe. Il y a des gens qui devaient commencer à Pour pas dire de l'eau. Parce qu'il amenait la soupe dans des grands bidons de 50 litres, si tu veux. Hein, je faisais la soupe, et les légumes, j'allais au fond du bidon. Mais les capots, puis tous ceux qui portaient ça, parce que c'était commando par commando, un commando portait la soupe, un commando traînait, ramassait les morts, un autre faisait autre chose, et ainsi de suite. Et puis, les fameux bidons, ben, ils donnaient la soupe, et hop. Ben, le fond du bidon restait chaud dedans, ils mettaient un coup de pied dans le bidon, puis ils se le réservaient, eux. Donc ils mangeaient les patates, les cartoffels, comme on dit, et puis ce qu'il y avait dedans, ouais. Colbasso c'était du saucisson. Alors au départ, c'est comme ça, on était au transport, alors on portait les sacs de ciment, on vidait les camions de sang, gravier, enfin, tous les matériaux qui pouvaient arriver dans une usine. Et puis bon, ben, quand c'était un sac de ciment, il fallait que tu le portes tout seul, hein. Ouais, il fallait le porter, parce qu'il y avait tous les cheveux autour de tes pour te rappeler à l'ordre. Mais quand c'était des gros matériaux, comme les lignes, des rails de chemin de fer, on a été chez qui, mais une vingtaine pour porter une rail. Et puis bon, moi j'ai été de novembre à... Disons que j'étais à peu près 6 mois, tout le temps où on a été dans le tunnel, on a fait de chasse de débarrasser, charger, décharger, sans train. Et comme ça l'usine se mettait en route, il fallait des spécialistes après pour travailler. C'est comme ça que moi j'ai mis.
que j'ai rentré dans le commando d'électricité. Et dans chaque commando, il y avait un chef, un fléchal capot. Et puis c'était un Polac, ce gars-là. Alors il y avait, on attendait presque à la sortie du tunnel pour aller dehors. Et puis il y avait les Russes, les Polacs, ils chantaient une chanson, tu sais, comme nous on aurait chanté la Marseillaise, vous savez, une chanson patriotique. Alors les SS, ils les ont entendus. Alors ça ne nous a pas plu. Puis c'est comme ça que le commando a été puni. C'est comme ça qu'on a été à Elrich. Vous avez tous été Pas à Elrich, mais à Arsoulian. Oui, ils ont puni le commando. Ben, le commando, et tout le monde y allait. Hein. On y allait à pied. Je ne me rappelle plus combien de kilomètres il y avait, je ne me rappelle plus. On cueillait l'herbe sur le bord de la route pour bouffer de l'herbe. C'est bon, tout plein de poussière, tout plein d'eau. Et coucher là-bas, ben, il fallait y arriver là-bas. Je ne me rappelle plus combien de temps j'ai été à Arsoulian, je ne me rappelle plus. Bon, après on est revenu, la punition devait être levée, donc on va recoucher à Dora. Bon, puis après, comme les Américains avaient débarqué, on espérait, nous. Le débarquement, c'est en juin 1944. Débarquement France, ouais. Quand on l'a su, on dit, bon, ben c'est bien. On dit, pour Noël, on sera sûrement chez nous. Pour Noël 1944, attention. Ouais. Ah, ils avançaient vite, hein, ils disaient, oh, ben, ils installent là, du trouverais tout le monde. Ouais, et après, ils vont rester sur le Rhin combien de temps? Parce qu'il fallait- Ils n'arrivaient pas à passer le Rhin. Non. Et puis les Russes, il fallait qu'ils aillent presque en même temps à Ouais. Berlin. C'est ça qu'il y a eu. Quand ils ont vu les Russes arriver trop vite, là, après, ils l'ont pris. Il dit, il faut qu'on y aille, parce que autrement, ils vont prendre toute la part Bah du oui, on bateau. passe toute la part. Hein. Ouais. Mais ça a duré qu'aux 6 mois. J'ai libéré 4 mois après, au mois d'avril 45. Et puis c'est là, au camp d'Elrich, que je me suis trouvé à poil pendant 2 mois, en novembre et décembre 44. Et pourquoi? Parce qu'ils nous passaient une désinfection, il fallait se mettre à nu sur les places d'appel, toujours, avec tout le monde à poil, faire un pactage de ta culotte et puis ta veste, puis laisser ton matricule à vue pour reconnaître tes habits. Ouais. Et puis un beau jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup, on n'a pas retrouvé d'habits. Je disons qu'ils ont été brûlés. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vu brûler. Puis c'est comme ça qu'on s'est trouvé à poil pendant 2 mois. En hiver. Et puis comme, oui, en novembre et décembre 44, puis je me dis qu'il faisait à moins 10, moins 15, il faisait pas de plus. Puis on couchait dans une baraque, c'était une baraque avec des petits corons comme ça. Tu sais. Pourtant, c'était pas dans leur intérêt de vous laisser mourir. Mais Vous avez- Oui, ça avait rien à foutre, tu sais, ils cherchaient à nous faire mourir en instant. C'était des camps d'extermination, ma pauvre fille. Tu pouvais plus travailler, tu te mettais dans le four crématoire, mort ou pas mort, il fallait que tu disparaisses. Là-dessus, c'était. Voilà. Ben, nous, nous ont protégés, on pouvait retravailler. Voilà, c'est ça. Ben, ils ont essayé de nous épuiser quand même, parce qu'il y en a mort aussi des gars à Elrich, là, à poil, à attendre, parce que dans la journée, ils te faisaient déplacer un tas de cailloux, dans la boue ou dans la neige, pour leur mettre dans nos coins, puis le lendemain, pour leur remettre là. Alors, comme on n'allait pas travailler, ben, on avait qu'au moins à manger. Tu avais une petite langue de pain, et puis notre soupe, quand il y en avait. Puis rien sur le dos, vous venez de jouer à poil. C'était comme. Et puis, soi-disant, c'est les civils allemands qui nous ont fait revenir au camp d'Or. Bah oui. Et t'as été aussi à Bergen-Belsen, non? Été libérés à Bergen. Là, Oui, oui, là qu'on a été libérés parce qu'ils nous ont évacués de Dora. Dora il avait bombardé la ville de Nordhausen qui était pas loin de notre truc. Après, ben, tout le monde, ils ont évacué tout le monde, ils ont fait essayer de nous faire disparaître. Attention, ils nous ont embarqués dans des trains, en soi-disant aller à Hambourg. Et Hambourg, d'après ce qu'on a pu savoir, parce que Matavoir disait, j'en sais rien, ils voulaient nous foutre à la flotte, dans un rafio, puis couler. Et vous avez été arrêté, libéré. Ils n'ont pas pu y aller. Ils n'ont pas pu y aller parce que la ville était bombardée. On passait dans des villes, mais il n'y avait plus rien, tout était rasé. Tu voyais des lignes de chemin de fer qui étaient la tête en l'air et tout. Pourquoi ils n'ont pas choisi de vous
gazés ou... Ah ben c'était ça. Ouais, ça aurait pu arriver. Nous aussi, nous empoisonner aussi. Ah oui. À Bergen-Belsen, c'était prévu, mais ils n'ont pas pu. Et là, quand on a été libérés, quand on est arrivé quand ils nous ont évacués, puis que nous, on était bien parce qu'on était dans le train. Hein? Et je sais ce qui était à pied. Puis bon, ben, on arrivait à la gare de Bergen-Belsen, ben, on a descendu, tout le monde a descendu à la gare, mais il a fallu descendre tous les cadavres qui étaient restés dans les wagons, parce que tu sais, on n'était plus debout. Moi, j'ai failli passer, Léon qui m'a sauvé la vie, parce qu'il ne fallait pas se mettre debout dans le wagon. Elle dit, depuis, on a été plusieurs jours dans le wagon, on m'a dit, on était ankylosés, puis tassés, puis tout. Mais j'ai perdu la tête, je me rappelle, j'ai perdu la tête. Et donc c'est Léon qui t'a... Puis c'est Léon qui m'ont attrapé à deux, qui m'ont maintenu. Je gueulais, après Léon, je gueulais comme un putois. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait sauvé la vie, mais je ne savais pas que c'était Léon. Je l'ai su par après. Alors ça marquait sur le méchant soldat de papa. Au jour, au cours d'un arrêt en pleine campagne, bien surveillé, on débarqua les premiers morts. Puis la situation s'aggrava jusqu'au 4e jour où luttes sournoises, plaintes, cris de douleur, injures, disputes remplissaient notre temps. Depuis un long moment, un fou hurle au milieu d'un agglomérat. J'entends les coups, les injures, les roueux. Continuant à hurler, il se lève. 3 hommes sont après lui. Je reconnais Maurice Cadinot. Spontanément, je m'élance, frappe, l'attire, le traîne. Georges et René m'aident à l'installer au milieu de nous. Chaque matin, au cours d'un arrêt toujours en pleine campagne, nous débarquons les morts, ce qui laisse à chacun de ceux qui sont encore en vie un espace plus grand. Mais tu sais, c'était pas beau. On avait resté à Dora, c'était les Américains qui nous auraient libérés. Mais à Bergen-Belsen, c'était les Anglais. Ouais, ils nous donnaient des biscuits, du chocolat, tout ça, il ne fallait pas qu'ils nous donnent grand-chose. L'estomac Et puis, Parce que si tu mangeais trop... tu y pensais, hein? Bah oui. après, ils ont rassemblé tous les Français d'un côté, les Italiens, les Fédés, tu sais, on rapatriait les gens, on passait nous désinfecter avec une espèce de poudre qui te... Les DDT, tu vois. Ben oui, vous tuez tous les bestiaux que vous avez sur le dos. Il était à Lille, Bruxelles, Lille, Lille-Paris, et Paris-Rouen. Puis il y avait les 2 jeunes, ils disaient, tiens, merci à Bruxelles, j'avais sorti pour un peu le pays, la ville. La ville, ouais. Oh, j'étais pas sorti, il y a 2 jeunes comme ça qui m'ont cueilli, pas le bras. Ils m'ont emmené chez eux. Puis il y avait le parent, et puis ils m'ont donné, je me rappelle plus, il me semble qu'ils m'avaient fait cuire 2 œufs, puis ils m'avaient donné un verre de champagne. Et puis bon, ben, j'ai repris le train, on avait un bon de transport après pour de Paris amener chez nous. Et là j'avais encore loupé mon train parce que ils voulaient que je prenne la gare du Nord, mais je dis moi je ne retourne pas en Allemagne, hein, pourquoi qu'ils comptent. Ben, il fallait que je prenne la gare du Nord. Alors, pour moi c'était à la gare Saint-Lazare, ils voulaient que je prenne. Ben, dit, quand tu sais pas, on ne te dit rien, tu sais pas. Même au bon, t'es marqué. Tu devais être fatigué, puis malade aussi. Ah bah oui, j'avais plus de 42 de température. Hein. Vous l'avez gardé, vous l'avez J'étais tuberculeux. Au départ, t'étais parti à 82 kilos, tu disais 85. Quand ils m'ont arrêté, 82 kilos que ils m'ont arrêté. Mais j'étais pesé en plus. Ouais, et quand t'es revenu 35. Je faisais 35. 35 kilos. Bah oui, j'ai perdu beaucoup de viande. Hein. Ah, c'est plus que les os. Mais toi, t'as tenu à rentrer tout de suite chez toi, tu voulais pas aller... Ah ben j'ai pas voulu, je voulais me garder déjà à Bruxelles, ils voulaient me garder, non. À Lille, ils voulaient me garder. Paris, non. Il dit, moi je rentre chez moi, il dit, ma femme, elle n'a pas les moyens de me voir. Il dit, puis moi, pour que gloire qui me reste à vide, je rentre chez moi. Il m'a dit, surtout, faites-vous sourire, vous cassez pas la tête. Le 1er mai 45, à 5h du matin. Moi, je savais bien que les prisonniers revenaient comme ça, à peu près dans ces heures-là. Parce que forcément, on était renseignés quand même. Moi, je ne pensais pas au papa, comme ça. Ouais. Quand j'ai entendu le camion, je suis descendu, il y a une tête ouverte. Mais alors, c'est quand j'ai dit, oh, les bras m'ont tombé du corps. Oh, je veille pas avec ces 2 godillots sur le machin, là, puis sur le machin gris. Ah, je dis, tu perds pas. Je suis revenu,
tu pleures pas. Dans l'état qu'il était, les piqûres, tout ça. Alors, ils ont fait des piqûres de calcium pour essayer de le sauver. Et ben après, il est rentré à l'hôpital. Hein. Moi, j'étais un an sans travailler quand même. Il est rentré le 1er mai, le 24 mai, il était rentré à l'hôpital. Il n'en sortait que le 7. J'étais 6 mois à l'hopital. Ah oui, là, ils m'ont fait un traitement de pneumothorax. C'était les poumons. Oui, il était tuberculeux. Il était tuberculeux, il a fait. Si on a eu à manger puis il y avait eu du repos, on n'aurait pas été dans un état pareil. Non. Hein? C'est ce qui nous a foutu, qui foutait tout le monde là. C'était le manque de nourriture, manque de sommeil, c'était le froid ou c'était la chaleur ou c'était l'épuisement. C'était l'exploitation. Des heures d'appel chez les places d'appel, il faut voir. On passait des infections, c'était pareil, tu couchais la nuit dehors. Le dimanche matin, il y avait souvent comment il appelle ça, la salle de torture. Alors il fallait y aller. Puis tu regardais tous les gars qui passaient à la dérouille. Hein. Ben, je me dis que c'est ça qui nous tuait. Travailler, non. On était brisés à travailler. Ben, c'est le manque de nourriture, le manque de repos. Ben, des nuits entières sans s'endormir. Et puis les voir les autres aussi. Hein? Marcher du pied, ou t'avais deux godasses du même pied, ou... C'est dit. Ah oui, puis il y en a eu pire que moi. Hein. Il y en a vraiment qui n'ont pas eu de chance non plus, que vraiment, ils ont souffert, et puis... Ah, les salauds. Ils nous ont fait vrai, tu sais. Je te dis, c'est pour le tout de le dire, Marilyn, mais il faut l'avoir subi. Ouais, tous ces malheureux tombés comme des mouches. Des gars, des commandos qui ramassaient les cadavres tous les jours. Ben, on ne peut pas l'oublier. Ben. C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Parce que ça nous rappelle trop de misère. Qu'est-ce qu'on a pu endurer? Alors, à moi, personnellement, papa n'a rien expliqué. Je savais qu'il avait été déporté parce que lorsque j'avais 8-9 ans, on est allé à un Noël des enfants déportés. Mais déporté, pour moi, ça aurait pu être cultivateur, n'importe quel métier, parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire. Bien des années après, moi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et c'est en 1976, alors que j'attendais mon dernier enfant, que j'ai compris toute l'horreur du mot « déporté ». Parce que mes petits frères et sœurs allaient au collège et ils ont eu un devoir à faire sur la déportation. C'est-à-dire, c'est à l'époque où on a commencé à ouvrir un peu les yeux sur ce qui s'était passé. Et c'est là que j'ai commencé à accompagner papa dans toutes les manifestations concernant la déportation et que j'ai appris vraiment toute l'horreur de ce qu'il avait vécu. Voilà. Et après, au fur et à mesure des années, papa s'est débloqué. Tous les ans, après le jour de le souvenir des déportés, on s'arrangeait pour faire tous les enfants le repas avec papa. Repas de famille, c'était l'occasion de l'entourer et de partager avec lui ce qu'il avait vécu, parce qu'au fur et à mesure, il arrivait à nous dire des choses qu'il nous avait cachées jusqu'ici. Et moi, j'en ai pris vraiment conscience de ce qu'il avait vraiment vécu. C'est au moment où quand mes enfants ont vraiment fait ce film,
où là vraiment il s'est libéré, il a vraiment expliqué toute l'histoire qu'il avait vécue. On s'aperçoit quand même qu'il a souffert énormément, mais que malgré tout, pour moi, il n'en a jamais vraiment voulu aux Allemands, notamment aux Allemands des nouvelles générations. Je vois par exemple, nous on fait des échanges avec l'Allemagne, et c'est vrai qu'au début on avait un petit peu peur de se dire bon, on va en Allemagne, on reçoit des Allemands, comment il va l'accepter, sachant son vécu. Et c'est vrai que c'est au contraire, il nous a toujours plutôt encouragés à le faire, dans l'espoir justement de ne pas revivre ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu, et en se disant justement il faut à tout prix que les gens se connaissent, ça sera la meilleure façon d'éviter que ça recommence, quoi. Donc nous, contrairement à ce qu'on croyait que ça allait le gêner, au contraire lui il nous a plutôt encouragés à faire ces échanges avec les Allemands. Soucis de chaque jour, tout rayonne et tout chante dans mon cœur, quand tu viens me parler d'amour. Adieu les peines qui s'en vont, adieu tous les petits soucis et les chagrins de chaque jour. On vient.